Bonsoir. Les trous noirs, c'est vrai, sont peut-être les bandits de l'espace-temps, les pirates de l'univers ou les corsaires du cosmos. Ils invitent effectivement à tout réinventer, mais je crois surtout à cheminer avec une nouvelle rationalité, qui ne renierait rien de la raison, de sa rigueur, naturellement, mais qui imposerait peut-être une déterritorialisation, quelque chose qui ressemblait à de l'errance ou un peu de plurivocité. L'idée, pourtant, est assez simple. Si je jette un objet vers le haut, il monte et il redescend. Sauf si je le jette suffisamment fort, parce qu'alors il va échapper au champ gravitationnel de la Terre et s'envoler pour toujours dans l'espace. C'est ce qu'on nomme la vitesse de libération. Mais si la Terre était contractée par une main de géant, devenait donc plus dense, il serait plus difficile de s'échapper de son champ gravitationnel et par conséquent la vitesse de libération augmenterait. Si je poursuis le processus, vient nécessairement un instant où la vitesse de libération devient plus grande que la vitesse de la lumière. Nous venons de créer le concept de trou noir, tel qu'il est connu depuis le XVIIIe siècle. Si la vitesse de libération est plus grande que la lumière, rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper du champ gravitationnel de l'astre considéré. Alors, l'idée est simple, presque évidente, triviale, mais les trous noirs existent-ils vraiment? Peut-on les voir? Non. On ne peut pas les voir, parce qu'ils sont trop petits, parce qu'ils sont trop sombres. Mais peut-être faut-il se départir du primat que l'on confère usuellement à la vision. Avez-vous déjà vu l'amour, le ressentiment, la haine, les champs magnétiques? Pourtant, ils existent. Exister, étymologiquement, c'est le contraire d'insister. Ça veut dire avoir des conséquences mesurables sur son environnement. Et ça, en effet, on l'observe. On voit les orbites des étoiles autour du trou noir central de la galaxie. On voit qu'il y a une masse qui est immense, très petite et très sombre. C'est exactement la définition d'un trou noir. Les trous noirs sont nombreux. Il y en a vraisemblablement des centaines de millions dans notre galaxie, et ils ne sont pas dangereux. Ce ne sont pas, comme on le dit parfois, des ogres qui dévorent tout sur leur passage. Si le Soleil devenait un trou noir, l'orbite de la Terre demeurerait exactement la même parce que la gravitation est démocratique. Les trous noirs ne sont pas non plus, comme on les représente dans certains livres de vulgarisation, des entonnoirs. Ce sont des sphères, presque parfaites. Des sphères caractérisées par une surface qu'on nomme horizon et qui est en quelque sorte immatérielle. On ne se heurte pas sur un trou noir. Vous qui entrez ici perdez toute espérance. C'est ce qu'écrivait Dante dans sa comédie pour décrire les enfers. Et c'est effectivement un peu ce que sont les trous noirs. Pour donc réenchanter, pourrait-on dire, ces mondes lugubres et ténébreux, il faut recourir à une théorie magnifique qu'on appelle la relativité. La relativité restreinte, elle nous montre d'abord qu'il existe une vitesse absolue, indépassable. Elle nous montre surtout qu'il est possible de contracter l'espace et de dilater le temps. Du simple fait que je bouge ma main par rapport à la vôtre, ma montre se désynchronise légèrement de la vôtre. Ce qui veut dire littéralement que les voyages dans le futur sont possibles, que nous pourrions tous devenir plus vieux que nos propres parents. La relativité restreinte nous montre aussi E égale mc2, que l'on peut transformer une propriété, l'énergie, en existence, la masse. Mais au-delà de ces étrangetés, c'est la très grande et très fascinante théorie d'Einstein, la relativité générale, qui va vraiment éclairer d'un nouveau jour les trous noirs. La relativité générale, elle nous montre que l'espace se distord et se distend, eu égard à la présence des corps. Elle nous montre, pourrait-on dire, que la matière façonne l'espace et qu'en retour, l'espace infléchi dicte à la matière ce que sont les trajectoires possibles. L'espace, c'est-à-dire la gravitation, devient dynamique. C'est dans ce cadre qu'on peut comprendre l'expansion de l'univers. Pour les trous noirs, je dirais que le premier changement induit par la relativité est visuel. Un trou noir, ce n'est pas simplement un disque sombre qui va obstruer le ciel d'arrière-plan. Un trou noir, en réalité, c'est quelque chose qui va engendrer un chapelet
d'images, pourrait-on dire, spectrales et sépulcrales du ciel étoilé, parce que la lumière peut suivre des trajectoires complexes dans cet espace déformé par le trou noir. Ça nous invite aussi à comprendre qu'une même expérience peut être appréhendée de façon différente. Une pierre, par exemple, qui tombe sur un trou noir, sera vue par l'observateur local comme entrant dans le trou noir à la vitesse de la lumière. Mais un autre observateur lointain verra la pièce se figer à la surface du trou noir. Ce sont des visions apparemment antagonistes et pourtant parfaitement cohérentes d'un même monde dans une acception relativiste. C'est aussi la relativité qui nous permet de comprendre que les trous noirs sont là encore, littéralement et sans métaphore, des machines à voyager dans le temps. Si je m'approche suffisamment de l'horizon d'un trou noir, sans entrer à l'intérieur, et donc en pouvant m'extraire de sa présence, j'aurais littéralement vécu peut-être 10 minutes dans mon référentiel propre, pendant que se seront écoulées des millions ou des milliards d'années dans le reste de l'univers. Et les deux durées sont tout à fait exactes de leur point de vue, de leur acception et de leurs mesures respectives. Alors la relativité, ça permet aussi d'aller plus loin et d'imaginer des voyages dangereux. Par exemple, à l'intérieur des trous noirs. Dans un trou noir, on peut y pénétrer, parce que, rappelez-vous, l'horizon est immatériel. Je ne ressens rien quand je pénètre dans l'astre occlus. Mais les choses deviennent un peu complexes. Je ne peux plus m'arrêter. C'est nécessairement dynamique. Je vais couler, m'effondrer en quelque sorte vers la singularité centrale, cette espèce de déchirure de l'espace-temps, qui d'ailleurs, stricto sensu, n'est pas un point situé quelque part, mais constitue plutôt un achèvement de l'écoulement du temps. Dans un trou noir, la lumière émise vers l'extérieur va en réalité vers l'intérieur, parce que dans un trou noir, l'espace se change en temps et le temps se change en espace. De la même manière que dans notre monde, le temps s'écoule inexorablement, nous vieillissons. Dans un trou noir, c'est l'espace qui s'écoule, et on ne peut pas contrer cet écoulement. Un astronaute téméraire ou imprudent qui entrerait dans un trou noir verrait comme dernière image un cerceau, un anneau de lumière infiniment brillant, séparant deux hémisphères extraordinairement sombres. C'est une fin, je trouve, qui ne manque pas d'un certain panache. Alors on peut aller plus loin encore et considérer les trous noirs toupies, les trous noirs en rotation, on les appelle des trous noirs de Kerr. Ces trous noirs qui sont réels, parce qu'en réalité les étoiles tournent, donc les trous noirs qu'elles engendrent tournent également, présentent des propriétés remarquables. L'espace-temps est entraîné par la rotation du trou noir. À l'intérieur de l'horizon, on voit apparaître non plus un univers, mais une multiplicité et même une infinité d'univers de gravité répulsive et attractive. On ne sait pas très bien aujourd'hui s'il s'agit d'un simple artefact, artifice mathématique. C'est tout à fait possible, c'est même probable. Mais peut-être s'agit-il en réalité des premières traces, des prémices de ce qu'on nomme un multivers. Cette multiplicité de mondes traverse toute l'histoire de la pensée. On la trouve chez les Grecs anciens, avec Anaximandre et Démocrite. On la trouve à la Renaissance, avec Decuzes, Rabelais, Bruno. On la trouve à l'âge classique, avec Leibniz, au XVIIIe siècle, avec Fontenelle, et en philosophie contemporaine, avec Goodman et Lewis. Ce qui est remarquable, c'est que cette possible pluralité d'univers fait aujourd'hui, via les trous noirs, effraction, pourrait-on dire, dans le cadre très rigoureux de la physique théorique. Le grand mathématicien Roger Penrose a compris également que les trous noirs pourraient constituer une source d'énergie presque infinie et extraordinairement écologique. Il serait d'ailleurs une machine de recyclage absolument parfaite en extrayant l'énergie de rotation. Ah oui, on ne peut pas récupérer ce qu'il y a dans le trou noir, puisque rien ne peut sortir. Mais on peut, en revanche, jouir de l'énergie associée au mouvement du trou noir. Alors, hélas, c'est une boutade de physiciens théoriciens, parce qu'il ne vous a pas échappé que dans le monde réel, nous ne vivons pas à proximité d'un trou noir en rotation. Donc, notre salut, si salut il y a, ne viendra pas du miracle technologique ou scientifique, mais plutôt du sursaut éthique, puisque vous savez que nous sommes en train de nous suicider. En quelques décennies, nous saccageons des millions d'années d'évolution subtile et fragile, et la catastrophe sans précédent dans l'histoire de l'humanité, et vraisemblablement sans précédent dans l'histoire de la Terre, que nous engendrons et que nous subissons,
emmène dans son sillage quelques millions d'espèces, quelques milliards de vivants non humains, par ailleurs terriblement réifiés par notre hargne froide, et c'est la raison pour laquelle je crois que nous ne pouvons pas ne plus en faire notre préoccupation première, et c'est la raison pour laquelle, même dans un exposé sur les trous noirs, je pense qu'il est indispensable de le rappeler. Mais on peut aller... Merci. Mais on peut aller encore plus loin grâce à la physique théorique. Et on peut s'intéresser à la conjonction des trous noirs avec la physique quantique. Vous savez, cette étrange théorie qui décrit le monde de l'infiniment petit, qui nous montre qu'il y a de l'aléatoire, qu'il y a du discontinu, et qui nous montre aussi que le vide n'est jamais vraiment vide. En fait, la physique quantique peuple, pourrait-on dire, le vide de petites paires de particules et d'antiparticules sporadiques comme ça qui apparaissent et qui disparaissent, qui s'annihilent tout aussitôt. Sauf s'il y a un trou noir. Le champ gravitationnel du trou noir, par effet de marée, va pouvoir casser les paires de particules, et l'une des particules sera émise vers l'infini. Autrement dit, l'observateur distant qui scrute le trou noir verra en réalité un rayonnement d'évaporation émané du trou noir. C'est en contradiction patente avec tout ce que je vous explique depuis 10 minutes, puisque de façon définitoire, rien ne peut sortir d'un trou noir, et on est en train au contraire de dire que les trous noirs s'évaporent. Oui, c'est un peu le problème, c'est que la science, contrairement à ce qu'on dit parfois, ce ne sont pas des réponses triviales à des questions complexes. C'est toujours une invitation à la subtilité. Les gros trous noirs ne s'évaporent pas, et tout ce qu'on a vu est correct, mais les petits trous noirs formés juste après le Big Bang pourraient en effet être en réalité de véritables bombes qui explosent et qui rayonnent toute leur énergie vers l'extérieur, d'une façon qui, à ce jour, demeure mystérieuse. Parce que les trous noirs semblent amnésiques. L'énergie rayonnée ne conserve pas la mémoire de ce qui a formé le trou noir. Mais ça, c'est interdit. Vous savez, en Grèce ancienne, vérité se disait aletheia. Aletheia, avant tout, ça veut dire mimesis, ça veut dire se souvenir. Et là, les trous noirs violent l'un des théorèmes les plus fondamentaux de la physique, qui est la conservation de l'information. À ce jour, personne n'a d'explication convaincante à ce paradoxe fondamental de l'information des trous noirs. Alors aujourd'hui, les regards se tournent vers l'observation. Parce que depuis quelques années, vous savez peut-être que nous disposons d'un nouveau sens, en quelque sorte. Après l'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher, etc., grâce à nos instruments, nous sommes maintenant en mesure de percevoir les petites vibrations de l'espace. On appelle ça les ondes gravitationnelles. Ce ne sont pas, comme la lumière, des ondes qui se déplacent dans l'espace. Ce sont des ondes d'espace, c'est l'espace lui-même qui se met à vibrer. Et grâce à ces ondes de gravité, nous avons scruté la coalescence, c'est-à-dire la fusion de deux trous noirs. Et ceci nous a permis de mesurer de façon claire que les trous noirs sont bien immatériels. Ils sont, pourrait-on dire, des boules de géométrie. Le défi pour les prochaines années, et ça sera ma conclusion, c'est de tenter, avec les trous noirs, d'aller plus loin vers ce qu'on appelle la gravitation quantique. Parce qu'aujourd'hui, les physiciens sont un peu schizophrènes. Il y a d'une part la relativité, la théorie de l'univers, et d'autre part la physique quantique, la théorie des particules. Mais le problème, c'est que ces deux théories ne sont pas compatibles l'une avec l'autre. Alors on dit parfois qu'il faut les rendre compatibles pour unifier la science. Ça, j'y crois pas trop. Moi, j'aime bien penser une science diversifiée, polychrome, protéiforme, un monde un peu anarchique. Mais le problème, c'est la cohérence. Pour décrire les trous noirs, je dois utiliser simultanément les deux théories. Et lorsqu'elles sont mutuellement exclusives, ce n'est pas possible. Il faut aller plus loin, peut-être avec la théorie des cordes, qui invite à penser les trous noirs comme une sorte de gaz, de structure filiforme vibrante et de membrane, ce qui permet d'expliquer leur complexité. Peut-être avec la gravité quantique à boucle, qui invite à penser les trous noirs comme des objets en rebond, trou noir devenant trou blanc, le trou blanc étant le symétrique d'un trou noir, un objet dont on peut s'extraire mais dans lequel on ne peut pas rentrer. Pourquoi on ne les voit pas d'ailleurs, ces trous blancs? Peut-être simplement parce que le rebond est très rapide dans son référentiel propre, quelques microsecondes. Mais grâce à la théorie de la relativité, vue par l'astronome extérieur, il peut être beaucoup plus long que l'âge de l'univers. Alors vous le voyez, les questions sont nombreuses. Je crois qu'il y a beaucoup de découvertes encore à mener avec les trous noirs.
il me semble qu'il faut continuer de les scruter avec des yeux d'enfants à la fois naïfs, rigoureux et enchantés, en gardant en tête peut-être ces quelques mots de Pier Paolo Pasolini, qui nous rappelait que pour apprendre, il faut toujours d'abord savoir aimer. Merci.